donc on va commencer par une femme originaire de Château-Gontier, Marie-Sophie Leroyer de Chantepie. Alors c'est un nom à coucher dehors avec un billet de logement, mais vous verrez, c'est une femme très curieuse, qui vaut le coup d'être connue. Elle est née en 1800 et elle est morte en 1888, donc elle a traversé le siècle. Et ses parents étaient son père était de noblesse, noble, mais épris d'idées nouvelles, et sa mère était divorcée, parce que la Révolution a institué le divorce. Donc, c'est quelque chose, si vous voulez, c'est un fruit de la Révolution. Ses parents avaient des idées très avancées, surtout son père. Sa mère était plutôt restée vieille France, mais enfin, ça l'avait arrangé de divorcer pour pouvoir épouser son mari. Donc, le 31 octobre 1800, naissance à Château-Gontier de Marie-Sophie Leroyer de Chantepie. Alors, elle y vit jusqu'à l'âge de 7 ans. Son père, Robert-Pierre Leroyer, était inspecteur de l'enregistrement, veuf, lui, donc elle avait de la famille du premier mariage de son père, et d'opinion républicaine avancée. Sa mère, Marie-Catherine Dupouet, était beaucoup plus jeune que son mari, elle avait 30 ans de moins. Elle avait été mariée une première fois à un notaire et elle avait pu divorcer grâce à la Révolution qui avait institué le divorce, et elle se remariera donc avec Monsieur Leroyer en 1794, le 24 juillet. Je vous rappelle que le divorce est autorisé en 1792 et sera supprimé en 1816. Donc, oui, ce qui permettra à Napoléon de divorcer de Joséphine pour épouser Marie-Louise. Mais après, 1816, restauration, retour à l'Ancien Régime, divorce supprimé, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et on verra l'importance que ça aura pour une autre femme de notre programme, mais plus tard. Alors voilà comment elle écrit à son correspondant favori, Gustave Flaubert. Voilà comment elle parle de son enfance. Une enfance malheureuse, dans un intérieur qui ressemblait à celui que Balzac a si bien décrit dans Eugénie Grandet. Elle y reçut une éducation nulle chez les religieuses, confiant les soins de sa santé à un médecin ignorant et ceux de son âme à un prêtre fanatique, aidé d'une vieille fille plus fanatique encore. Alors, vous voyez le tableau, vous voyez la personnalité de cette jeune fille élevée de cette façon. En 1807, son père est nommé inspecteur des domaines à Angers, et donc la famille va s'installer à Angers, où elle va demeurer toute sa vie, tout en détestant cette ville. Elle déteste Angers. C'est un des paradoxes de mademoiselle Leroyer de Chantepie, c'est de détester l'endroit où elle vit. Mais elle n'en changera pas. C'est parce qu'après tout... Non, elle reste à Angers, ville sur laquelle elle va dire pique-pendre. Alors, elle n'y est pas seule, parce qu'elle y trouve une nombreuse parentèle du premier mariage de son père. En 1810, elle rencontre Monsieur de Volnay. Alors, Volnay, on en a parlé quand on a fait une session sur l'orientalisme. Donc, Volnay, natif de Cran, philosophe, voyageur, l'homme qui a mis les ruines à la mode, puisqu'il avait fait tout un ouvrage toute une méditation sur les ruines, qui s'appelait en fait Chasse-Bœuf. Et donc ce monsieur de Volnay, très à la mode aussi, penseur assez avancé au point qu'il va se fâcher avec Bonaparte quand celui-ci va rétablir les relations de la France avec le pape, réintroduire le christianisme en France. Volnay, qui est déjà un partisan de la séparation de l'Église et de l'État, va se fâcher forcément avec l'empereur. Donc Volnay, elle rencontre Volnay, l'auteur des Ruines, qu'elle va trouver bon, simple, gracieux, et celui-ci prédit à cette jeune fille des goûts et des aptitudes littéraires.
Là, il ne s'était pas trompé. C'est ce qu'on va voir. En 1815, meurt son père, qui va lui laisser en mourant une aisance confortable. Elle va donc pouvoir vivre indépendante, libre et célibataire. Parce qu'elle est totalement opposée au mariage, qui bien souvent est un mariage arrangé à l'époque. Et donc les femmes sont malheureuses, la plupart, pas toutes, mais la plupart. Donc elle décide qu'elle restera seule. Elle vit avec sa mère jusqu'en 1835, celle-ci décède en 1935, et elle va la considérer, du fait de son mariage, plus pauvre, plus dépendante que la dernière des servantes. Et elle la verra, tout le temps qu'elle restera chez elle, plus comme son enfant que comme sa mère. Elle va s'en occuper comme si elle était son enfant. Comme je vous l'ai dit, elle est totalement allergique au mariage, en même temps que sincèrement catholique, pratiquant dans sa vie quotidienne ses préceptes. Alors évidemment, ça lui interdit de vivre une relation en dehors de l'institution qu'elle condamne, autre paradoxe. De plus, elle est sous le regard de la société provinciale étriquée qui l'entoure. Elle vivra donc par procuration la vie de ses héroïnes, dotée de la liberté que les préjugés de son temps lui refusent. Indépendante, elle est aussi entravée par une indécision profonde qui la met constamment devant des choix qu'elle ne fait pas, ce que lui reprochent ses correspondants Flaubert et George Sand. Parce qu'eux lui disent, bien, puisque vous ne vous plaisez pas à Angers, allez-vous-en, puisque rien ne vous retient, vous êtes libre, indépendante de vous-même, vous faites ce que vous voulez, allez-vous-en. Eh bien, elle ne le fait pas. Flaubert va lui dire 1000 fois, venez me voir. Elle n'ira pas. Alors, j'ai retrouvé dans la correspondance de Ernest Lorrain une lettre de M. Kervaux-Lamery qui vivait à ce moment-là à Angers et qui avait été interrogé par Lorrain sur Marie-Sophie Leroyer de Chantepie. Alors, on est en 1926, elle est morte en 1888, donc il peut y avoir encore des gens qui l'ont connue. Voilà ce qu'il écrit. J'arrive à mademoiselle Leroyer de Chantepie que j'ai vaguement connue de vue seulement, et je crains bien de ne pouvoir plus trouver des gens ayant été en rapport avec elle. Je chercherai du moins, et en attendant, je vais résumer ce dont je me souviens la concernant. Je chercherai ensuite si je trouve quelques vieillards ayant pu la connaître, car voilà plus de 30 ans qu'elle a disparu de la circulation. Mademoiselle Leroyer de Chantepie habitait, comme l'a dit l'abbé Foucault, boulevard des Lys, aujourd'hui rue du Roi René, au numéro 15. L'été, elle allait résider dans une propriété qui lui appartenait sur la route de Nantes. On la rencontrait sur le boulevard en compagnie de sa femme de chambre ou d'une grande jeune fille fort laide. Elle passait pour recevoir des gens besogneux qui l'exploitaient, notamment Armand Garot, peintre mort depuis longtemps. On parlait aussi d'un acteur de la troupe de comédiens du théâtre d'Angers, où je me souviens l'avoir vu jouer, et qui s'occupait de peinture. Encouragé et sans doute aidé par mademoiselle de Chantepie, il renonça au théâtre pour faire uniquement de la peinture et réussit assez bien. Il eut quelques succès et est mort tout récemment. D'après l'abbé Foucault, son père aurait été contrôleur dans les contributions indirectes. Sa famille devait être originaire des provinces de l'Ouest. 2 curés d'Angers en 1792 portent le même nom. Leroyer de Chantepie, Jean-Aimé Roger, d'abord assermenté, puis rétracté, puis transféré à Chartres, mort en 1808. Leroyer de Chantepie Bernard, curé de la Fontaine-Milon depuis 1764, réfractaire, détenu au séminaire puis déporté en Espagne sur le vaisseau Le Français, mort en 1799. Presque tous ceux qui ont pu la connaître ont disparu, et je ne sais plus à qui m'adresser. Ceux à qui je parle de mademoiselle de Chantepie la rappellent, ajoutant qu'elle recevait seulement des libres penseurs, et c'est tout. Voilà. Donc, voilà un peu comment elle était perçue. Et ça n'est pas une vue de l'esprit, parce qu'on va voir qu'effectivement, elle avait beaucoup de gens autour d'elle. Elle héberge chez elle, donc, quelques gens de sa parentèle, quelques membres de sa parentèle, plus les enfants de sa nounou, qu'elle a toujours gardé près d'elle,
et des individus dont quelques-uns profiteront de sa charité. Ce phalanstère provincial ne contribuera pas non plus à lui assurer une réputation à la hauteur de sa situation sociale. Parce que, bien évidemment, c'est quand même vu avec suspicion. Lorsque la pression est trop forte, avec tous ces gens autour d'elle qui la pressent de toutes parts, eh bien, elle quitte son domicile urbain pour une campagne, donc la Licorne, où elle oublie un temps, au cœur de la nature, les vicissitudes de son existence. Et elle va quand même à Nantes lors des saisons théâtrales parce qu'elle aime beaucoup le théâtre. Et puis, elle collabore à un journal nantais qui s'appelle Le Phare de la Loire, où elle fait des critiques littéraires. Alors, c'est une grande lectrice. Et effectivement, elle est née dans un siècle extraordinaire pour la littérature, parce que c'est Balzac, c'est Hugo, ce sont tous les romantiques. Tout ça, ce sont des contemporains, puisqu'elle va mourir en 88. Donc elle sera adulte pour lire toute cette immense littérature du XIXe siècle. Elle va s'identifier à certaines héroïnes d'esprit romanesque. Elle va trouver dans l'écriture des romans et nouvelles la façon, le moyen de vivre une autre vie que la sienne. Donc elle va commencer à publier en 1944 les Duranty, puis en 1946 un autre roman, Laurentia Iselin, Angélique Lagier en 1951, des Chroniques et légendes en 1970 et les Mémoires d'une provinciale en 1980 qu'elle dédiera à George Sand, chère sœur de corps et d'âme. Alors je vais vous lire un passage de l'ouvrage qu'elle a publié en 1892, donc qui sera publié de façon posthume, Souvenirs et impressions littéraires. Alors c'est une nouvelle un peu gothique. Ça s'appelle Le Sire de Lansaudière. Le mariage de Bathilde avec le sire de Valnoire fut célébré dans la chapelle de l'abbaye de Nivoiseau. Ce fut avec un vif regret que la jeune fille se sépara de la bonne abbesse qui lui avait tenu lieu de mère. Son arrivée au château du Valnoire fut signalée par des fêtes brillantes auxquelles assista toute la noblesse du pays, excepté pourtant le sire de Lansaudière qui portait le deuil de son fils Landry. Les fêtes étant terminées, le père de Bathilde voulut retourner à son château de l'Escoublaire, mais en traversant un bois, sa petite escorte fut attaquée par des brigands qui la dispersèrent et laissèrent sire Berthollet mort sur la place. Cet événement qui signalait la fin des fêtes de son mariage ajouta son deuil à la profonde tristesse de Bathilde. Quoique les assassins de Berthollet fussent inconnus, on soupçonna avec raison qu'ils n'avaient été que les instruments de la vengeance du sire de Lansaudière. Dans la solitude de son château du Valnoire, Bathilde eut tout le temps de regretter que des liens indissolubles eussent enchaîné au sire de Vergès. L'extérieur de Norbert était aussi sauvage que son caractère. Il était d'une taille athlétique, ses cheveux et ses yeux d'un brun roux, sa barbe entièrement rouge, et l'expression cruelle et farouche de son regard ajoutait à l'involontaire terreur qu'inspirait tout l'ensemble de sa personne. On assurait qu'une tradition de crime était attachée à cette famille. Suivant la légende, dans les temps très reculés, un des fondateurs du château du Valnoire avait tué sans miséricorde un saint ermite qui voulait s'opposer à ses déprédations et à ses injustices. Depuis ce temps, l'anathème prononcé contre le meurtrier par l'ermite expirant avait pesé sur tous les descendants des sires de Vergis. L'aïeul de Norbert avait tué l'amant de sa femme en présence de cette dernière, qui plus tard s'en était vengée en empoisonnant son mari. La mère de Norbert avait elle-même péri en prenant par une fatale méprise le poison qu'elle destinait à son mari. Et ce dernier était mort sans confession dans un accès de colère. Il n'est pas mort du poison, un accès de colère. La fatalité semblait donc peser sur cette famille, quoiqu'elle ne fût que le résultat de caractère cruel et astucieux, naturel à tous ses membres. Quant au château du Valnoire, environné d'une forêt séculaire, il était d'une sombre et morne tristesse. Il y avait des salles immenses et des passages secrets, pratiqués dans l'épaisseur des murs qui avaient servi, sous-temps disait-on, à révéler aux châtelains le secret des infidélités et des projets de vengeance des dames de Vergis.
On croyait généralement que le château était visité pendant la nuit à certaines époques de l'année par les ombres criminelles et tourmentées des anciens habitants de cette demeure maudite. La chambre destinée à Bathilde, comme celle des précédentes châtelaines, avait conservé le caractère le plus lugubre. Les tapisseries en laine représentaient les épisodes les plus sanglants empruntés à l'écriture sainte. Il y avait au-dessus d'un prie-dieu un grand crucifix se détachant sur un fond noir. Près de là se voyait un sablier et une tête de mort. Les rideaux du lit étaient d'une teinte couleur de sang, qui s'était reflétée sur les traits mourants de la dernière dame de Vergis, expirée avant l'heure par un crime sur cette couche. L'âme de Bathilde était saisie de trouble et d'effroi dans ce lugubre appartement, dont elle préférait néanmoins la solitude à la profonde terreur que lui inspirait la présence de son mari. Le château était environné de hautes murailles au bas desquelles se trouvait un bois de mélèzes et de sapins qui se mêlait aux chênes de la forêt et descendait jusqu'à la rivière. C'était de ce bois sombre qui remplissait tout le vallon que le château en va emprunter le nom de Val-Noir. Il y avait au bord de la rivière une petite maisonnette habitée par un homme qui avait pour fonction de passer les habitants du château sur l'autre rive, et ce vieux nautonnier assis dans sa barque pouvait être comparé à Charon naviguant sur les eaux du Styx et conduisant en enfer les âmes tourmentées. Voilà. Alors, vous voyez un peu le genre, c'est le roman gothique à l'anglaise dans toute sa splendeur. Ceux que j'ai pu lire n'étaient quand même pas tous comme ça. Mais enfin, ce sont des femmes qui ont quand même des vies agitées. Alors, tous ces ouvrages et ceux qui suivront sont édités à compte d'auteur. Alors, ils furent lus certainement, mais ça n'a pas suffi à assurer l'immortalité de leur auteur. Et ces héroïnes, c'est vrai, sont souvent le reflet de ces tensions qui l'animent et qu'elle maîtrise mal, mais le romantisme qui irrigue son œuvre est tout à fait passé de mode. Elle est plutôt restée par les articles qu'elle publie dans le Phare de la Loire, qui appartenait aux frères Mangin à Nantes. C'est là qu'elle va entrer en contact avec Flaubert et George Sand, ses principaux correspondants, et c'est par ces correspondants qu'elle va entrer dans l'histoire de la littérature. Parce qu'en fait, c'est en qualité de correspondante privilégiée, je vais dire, de Gustave Flaubert, qu'elle va entrer dans la littérature. On va retrouver, et on n'a pas toutes les lettres, mais malgré tout, elle va correspondre avec Flaubert de façon très, très régulière et il va lui répondre. Alors, en fait, en 1857, pour le Phare de la Loire, elle a lu Madame Bovary. Donc le premier roman de Flaubert, celui qui va entraîner un scandale monumental et un procès qu'il va gagner, mais un procès qui va assurer le succès du livre. Parce que je crois que si on n'avait pas fait un procès à Madame Bovary, c'est un roman qui serait peut-être passé, alors que c'est un chef-d'œuvre, qui serait peut-être passé inaperçu. Et le fait qu'on fasse un procès à Madame Bovary, ça va lancer le bouquin et lancer l'auteur. Alors, évidemment, les critiques sont parfois fort acerbes, mais elle a lu Madame Bovary et elle a tout à fait compris Madame Bovary. Parce que, effectivement, qu'est-ce que c'est Madame Bovary? C'est une femme qui s'ennuie. Elle est au fin fond de la Normandie. Son mari n'est pas là, puisqu'il est officier de santé, donc il est toujours sur les routes, c'est médecin, si vous voulez, mais il n'est pas passé par la faculté. Elle s'ennuie. Elle lit des romans. Et elle vit par procuration la vie des héroïnes. Et donc, elle va se mettre à courir les aventures. Mais évidemment, elle sera déçue. Très déçue, et elle finira par s'empoisonner. Parce que la vie est devenue impossible, elle est couverte de dettes, ses amants l'ont abandonnée les uns après les autres, parce qu'ils ont bien compris à qui ils avaient affaire. Et ça se termine très mal. Et ça, elle peut le comprendre, parce que elle est tout à fait, elle écrit des choses comme ça. Donc voilà ce qu'elle écrit au sujet de Madame Bovary. Tout cela, alors je vous lis pas tout l'article parce que c'est très important.
Tout est vivant, saisissant. On se prend à aimer cette pauvre femme qu'on voudrait sauver et consoler à tout prix. Les caractères sont si vrais qu'il semble qu'on a vécu avec ces personnages, car on les côtoie tous les jours. Les peintures des mœurs de province sont telles que c'est la nature, la société, la vie dans toute son horrible réalité. Ainsi, Emma se relève de ses fautes par le martyre de sa mort volontaire. En voyant qu'elle a tant souffert, bien plus souffert pour sortir du devoir que pour y rester, en voyant qu'elle s'est si cruellement punie de torts qui furent en grande partie ceux des autres, on est presque consolé en se disant que l'expiation a dû racheter l'offense et au-delà. Quant à Charles Bovary, si faible de caractère et d'intelligence, il se relève à son tour par le dévouement et l'amour. Après la mort de sa femme, il acquiert la preuve de son infidélité, mais il ne l'en aime pas moins et cet amour d'outre-tombe s'augmente de son désespoir et de ses regrets. Un jour, il rencontre Rodolphe, le séducteur de sa femme. Il rentre avec lui dans un café. Pendant la conversation, Charles Bovary le regarde d'une manière terrible. Rodolphe en est effrayé. Alors Charles lui dit « Je ne vous en veux plus ». Et l'auteur ajoute « Il regardait ce visage qu'elle avait tant aimé et il croyait y retrouver quelque chose d'elle. » Ce mot n'est-il pas sublime de la passion? C'est admirable comme sentiment et vérité. Peu après cette dernière scène, Charles Bovary meurt de douleur. Sa fille sans fortune est recueillie par une parente éloignée qu'il envoie dans une fabrique apprendre à travailler. Ainsi la faute de la mère retombe sur la destinée de l'enfant. Rien n'est aussi touchant et aussi moral que le roman de M. Gustave Flaubert. Nous avons trop souffert pour que les larmes nous soient faciles, et pourtant nous avons pleuré beaucoup et longtemps après la lecture de ce drame qui nous a laissé une ineffaçable impression. Jamais nous n'avions rien éprouvé de pareil. Oui, l'ouvrage de M. Flaubert est éminemment moral, car toutes les femmes qui le liront s'arrêteront sur le bord de l'abîme, en sortiront si elles y sont tombées, et résisteront aux plus dangereuses tentations en voyant le but où doit inévitablement les conduire, tout ce qui tend à les faire manquer leur devoir. Voilà. Alors une critique donc qui est parue dans le journal d'Angers et de Tours en 1857. Mais vous voyez, c'est très très argumenté. Hein. Et donc l'écrivain, forcément recevant cela, va la remercier et ils vont entamer une correspondance de 20 ans. Et il aura cette belle formule pour elle, ça c'est quelque chose que je trouve une formule géniale, il lui dira « lisez pour vivre ». Lisez pour vivre. Alors, je vais vous lire quelques lettres qu'elle lui a adressées. « Cher monsieur », ça c'est le 15 janvier 1866. « Cher monsieur, je viens encore à vous comme à un appui, un consolateur, dont l'intelligence supérieure, le cœur excellent, comprend et plaint mes cruelles souffrances. Le mieux que j'avais éprouvé pendant la belle saison ne s'est pas soutenu. Les brumes de novembre, les frimas de l'hiver, la maladie, la réclusion forcée où je vis 6 mois de l'année, l'aspect désolé de la campagne, toutes ces causes réunies m'ont rendu mes hallucinations intérieures. Plus que jamais, je suis la proie des imaginations affreuses. La confession, cette idée fixe qui m'ôte la raison depuis plusieurs années, est devenue un fléau, un cauchemar incessant. J'ai eu encore 1000 raisons d'aggravation de mon état moral. Les villes de province sont tristes en général, mais nulle n'est aussi morte qu'Angers. C'est un sépulcre, un tombeau où s'ensevelissent et meurent les intelligences les mieux trempées. Il n'y avait pour moi qu'un élément de vie, le théâtre, et 1 heure a suffi pour le détruire. Je ne puis aimer que l'opéra, on devait jouer la somnambule, que toute ma vie j'ai désiré entendre. Je m'étais endormi avec l'attente de la réalisation de mon désir. À mon réveil, j'apprends que le théâtre a brûlé dans la nuit. L'opéra était mon remède, mon lieu de refuge, mon champ d'asile. Je savais que là, on ne viendrait pas me tourmenter. Le théâtre était mon seul intérêt dans la vie monotone que je mène. Il ne me reste rien. Je n'ai plus de courage, plus de cœur, plus rien. Ce n'était pas pour moi un plaisir, une distraction, c'était le seul amour qui me resta en ce monde. Entendre l'opéra m'est plus nécessaire que le pain de chaque jour. Encore s'il me restait une espérance, mais d'ici 4 ans, je serais morte. Où trouverais-je de l'opéra? À Nantes,
Le théâtre est fermé et dans toutes les villes voisines, il n'y a rien. Je serais forcée d'aller à Paris, mais je n'y suis jamais allée. Avec ma santé, il faudra me loger dans les environs et puis il me faudra toujours revenir l'hiver à Angers. On remplace ici l'opéra par un cirque. Ce n'est même plus la troupe nomade du roman comique, ce sont des saltimbanques. Il ne nous manque plus que les combats de taureaux et les gladiateurs pour être en tout conforme au roman de la décadence. Patience, nous y viendrons, nous sommes en bon chemin. Ici, le sol se couvre de couvents, le clergé règne et gouverne. À voir ce qui se passe, on dirait être à la veille d'une guerre de religion. Voilà. Donc, vous voyez. Alors, une petite incise. C'est une femme dépressive, cyclotimique dépressive. Mais Flaubert aussi. Flaubert aussi. Et donc, tous les deux trouvent à se consoler réciproquement. C'est pour ça aussi que la correspondance est aussi importante entre les deux, parce que Flaubert a trouvé un interlocuteur qui peut comprendre ses états d'âme. Et elle a trouvé un homme à qui les raconter. Voilà. Et donc, c'est une correspondance assez personnelle, parce que, voilà, ils se confient l'un à l'autre leur période dépressive, leur période de spleen, hein, à tour de rôle. Et alors, Flaubert a un avantage sur Madame Leroyer, c'est que lui voyage quand même, hein, il sort, il va à Paris de temps en temps, il va aller en Égypte, il est beaucoup plus mobile. Elle est vraiment retenue par son indécision. Donc les seuls voyages qu'elle fait, c'est pour aller porter ses articles à Nantes, pour aller écouter un opéra quand le théâtre rouvre, mais sinon, elle est coincée à Angers, entre ces deux maisons, celle de la ville et celle de la campagne. Alors, je vais vous lire une autre lettre, hein, où elle se confie sur le chapitre de la religion. Il y a longtemps, cher monsieur, que je n'ai eu le plaisir de vous écrire. J'ai éprouvé bien des crises depuis le printemps qui est revenu. Vous devez être à la campagne. Pour moi, je l'habite toute l'année. Le retour de la belle saison est un événement, mais toute cette vie, toute cette joie m'attriste et me fait pleurer. Le temps n'a rien à m'apporter que de nouvelles souffrances. Quand je pense à l'existence comprimée, ou plutôt opprimée, à laquelle j'ai été condamnée, quand je vois le triste milieu où j'ai été jetée, je me prends dans une profonde pitié. Avec mon désir de savoir, de connaître, je n'ai rien vu, rien appris. Avec mes aspirations vers la lumière, j'ai vécu dans les ténèbres, comme le captif dans un sombre cachot. Trouverai-je mieux au-delà? Puis-je l'espérer? Dieu le sait, je l'ignore. Je lis en ce moment La pluralité des mondes de Flammarion. Je veux lire ensuite La pluralité des existences de Pirani et les grands mystères d'Eugène Nuss. On m'a beaucoup vanté le cosmos de Humboldt, mais l'énigme de la vie future est ce qui m'intéresse le plus. Je suis moins tourmentée depuis que j'ai renoncé à la confession. Toutefois, il me faut une religion et je ne puis observer la prescription catholique de la confession. Je crois qu'avec le temps, bien des formes disparaîtront. Mais il en faudra toujours une, et quelle sera la nouvelle forme religieuse? Ici, tout se couvre de couvents. Le clergé est seigneur et maître par les richesses et la toute-puissance. Voilà. Alors Flaubert était un sceptique, s'embarrassait pas de tout ça. Mais elle, c'est une femme, encore une fois, elle a été élevée comme elle l'a raconté, toute petite fille, et donc c'est un peu difficile, effectivement, de se débattre entre toutes ces grilles. Et donc, le 13 avril 1868, 2 ans après, elle lui écrit pour lui parler de la mentalité d'Angers. J'attends avec impatience votre nouvel ouvrage. Vous me dites que le parti catholique n'a pas été étranger à 1848, la Révolution. Ainsi, le catholicisme n'est plus qu'un parti politique. Voilà où nous en sommes. C'est au point qu'on oserait bientôt plus dire catholique. Pour moi, je trouve que la domination cléricale est la plus odieuse de toutes et jamais, en aucun temps, elle n'a pesé plus lourdement sur la France. Dieu est au-dessus de toute religion et il faut une forme à l'idée religieuse. Et nous sommes nés catholiques. Pour moi, il faut une religion, je ne sais plus où la trouver. J'ai vu dans une encyclopédie que la confession existait au IIIe siècle, qu'elle fut abolie au Ve comme immorale et rétablie au XIIIe par le concile de Latran.
À présent, suis-je obligé, oui ou non, de me confesser? Je ne le puis, je ne le tenterai que sous peine de folie. J'ai été bien sensible, bien touché de votre douleur, de celle de la pauvre mère de votre petite nièce. Personne mieux que moi ne comprend, ne partage ces douleurs que j'ai hélas si souvent subies. Croyez qu'elles sont les miennes, surtout lorsqu'il s'agit de vous et des vôtres. J'aime, j'admire Madame Sand, comme ce qui existe de meilleur et de plus aimable au monde. Ses sentiments, ses pensées sont aussi les miennes, je crois en elle, 1000 fois plus qu'en moi-même. Je sais qu'elle est à Nice et que je n'y suis avec elle. On me lit Mademoiselle Merkem, et cela me fait un moment oublier mes maux. Le malade qui m'avait tant inquiété l'an passé, quoique mieux, est resté convalescent et je suis toujours inquiète, car il est la seule personne en qui je puisse avoir une entière confiance. Comme vous l'aviez prévu, je suis très malheureuse ici. À Angers, il faut vivre, physiquement et moralement comme tout le monde. Boire, manger, dormir, s'habiller comme chacun, aller à la messe, se confesser de même, autrement vous êtes un être excentrique, un fou ou quelque chose de pire. On m'a fait longtemps un crime d'aller sans gants à la messe. J'ai eu le malheur d'écrire, alors je suis une paria, on me traite ainsi. Jamais on ne manque une occasion de me faire une impolitesse. S'il y a un bal, un concert, une fête, on envoie des invitations à tout le monde excepté à moi. Ici, si j'ai fait du bien à tous et à chacun, j'ai trouvé un ennemi dans chaque obligé. Voilà. Donc effectivement, c'est difficile. Alors, effectivement, comme je vous l'ai dit, elle vit entourée d'un certain nombre de personnes, dont certains vivent à ses crochets. Il faut bien le dire. Donc, elle a été abusée plus d'une fois matériellement. Alors, je vais vous lire un autre passage des impressions littéraires. C'est au sujet de George Sand. Donc, elle écrit tout un chapitre sur George Sand. Parmi tant de chefs-d'œuvre, il en est un que nous préférons à tous les autres, c'est l'Elia. Dans ce livre si remarquable, Madame Sand s'y montre à la fois philosophe, penseur profond et poète admirable. Les méditations surtout sont l'expression d'une élévation de sentiments religieux qui laisse une ineffaçable impression. J'ai lu ces pages éloquentes à des savants, à des gens simples qui savaient à peine lire. Tous ont été transportés d'admiration. L'Elia est resté mon livre de prédilection. J'y retrouve à chaque pas quelques-uns de mes sentiments, quelques-unes de mes pensées. Lorsque je l'écrivis à Madame Sand, elle me répondit « L'Elia est le livre où j'ai mis le plus de moi. » Je trouvais dans ces mots la confirmation de la sympathie qui existait entre mon âme et celle de cette femme célèbre. Mauprat parut au public le roman le plus littéraire de Madame Sand. Léonie prit place parmi les chefs-d'œuvre de l'auteur. Plus tard, Madame Sand écrivit ses romans champêtres, La Mare au diable, Jeanne, Fadette. Puis elle donna au théâtre Le Marquis de Villemer, qui est le plus grand succès. Revenue à Nohant, qu'elle aima toujours, Madame Sand écrivit des contes pour ses petits-enfants, qui, malgré la simplicité du sujet, étaient recherchés par les meilleures revues. C'est que, semblable aux fées, Madame Sand avait le don de changer en or et en diamants littéraires tous les sujets qu'elle touchait de sa plume. En présence du génie de Madame Sand, n'oublions pas de parler de sa bonté. Pendant qu'elle habita Nohant, sa vie se passa à consoler, à secourir les malheureux. Son temps était consacré à ce soin, puis à l'éducation de ses petits-enfants, à l'étude, à la botanique, aux soins de ses fleurs, de ses oiseaux, et même des nombreux volatiles accourant à sa voix pour y recevoir le grain qu'elle aimait leur distribuer. Maintenant, nous la chercherons vainement. Il en sera de même de tous ceux qu'elle consolait et conseillait, surtout à celle qui écrit ces lignes. L'annonce de la maladie de Madame Sand causa une vive inquiétude. Sa mort, un deuil général. Lorsqu'un astre brillant disparaît, le ciel s'obscurcit. Il en est de même dans le monde littéraire, lorsqu'un écrivain de genre ne survit plus que par ses œuvres. Pour moi, son humble amie, je la regretterai toujours. Pendant de longues années, je trouvais près d'elle consolation, appui et conseil. Je la cherche dans ses ouvrages. Je la retrouve dans les lettres qu'elle m'écrivait. On ne sait rien des derniers moments de Madame Sand qui avait gardé un profond sentiment religieux de son séjour chez les dames anglaises. Elle avait une foi inébranlable en Dieu et en l'immortalité de l'âme. Ses convictions à cet égard étaient profondes. Voilà. Donc ça, c'est écrit au moment de la mort de George Sand. Alors, Flaubert est complètement effondré à ce moment-là parce qu'ils étaient très liés. Là aussi, correspondance extrêmement importante. George Sand est allé le voir 2 fois à côté de Rouen, à Croisset. Et donc, Madame Leroyer a écrit à George Sand. Seulement,
c'était deux personnalités extrêmement opposées. Donc la correspondance est moins riche, a été moins nombreuse qu'avec Flaubert, où finalement tous les deux se ressemblaient, avaient des choses à dire. Madame Sand était très différente de Madame Le Royer. Donc la correspondance est beaucoup moins riche. Son tempérament était aux antipodes de celui de Marie-Sophie, voilà, alors qu'elle partageait avec Flaubert une certaine mélancolie. En 1881, elle devient membre de la Société des gens de lettres. Et puis elle meurt le 23 octobre 1888, elle est enterrée à Angers. Mona Ozouf, dans son livre « Les mots des femmes », remarquera que Marie-Sophie n'avait pas de disposition au bonheur. Et ça, on veut bien la croire. Alors j'ai trouvé quelque part une lettre de Marie Dagout sur son époque. Marie Dagout. Alors c'est une femme de lettres, c'est une contemporaine de toutes ces dames, mais elle écrivait dans des journaux parisiens, elle était à Paris, hein, elle écrivait dans des journaux parisiens. On a gardé le langage de Jésus, les pompes de Satan, les œuvres de tous deux. L'Église a ses jours, le tentateur a les siens. On n'exerce pas la charité, mais on fait l'aumône. On ne pratique pas le renoncement, mais on observe l'abstinence. On honore le duel, mais on flétrit le suicide. On court en foule à la comédie, mais on refuse la sépulture aux comédiens. On lapide la femme adultère, mais on porte le séducteur en triomphe. Voilà. Ça, c'est l'époque de ces femmes. Et donc, une femme tellement éprise d'absolu, telle que Madame Le Royer, ne pouvait que se fracasser, c'est évident. Hein. Donc, effectivement, ces héroïnes vivent de grandes aventures. Alors, en général, ça se finit bien, mais il y a des passages à vide quand même, hein, où elles sont victimes du qu'en dira-t-on, de malentendus, enfin de tout un tas de choses qui leur rendent la vie qui rendent leur vie très malheureuse. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette Castro-Gontérienne bien oubliée. Alors, si vous allez visiter le musée de Château-Gontier, il y a un portrait de Madame Le Royer de Chantepie dans ce musée. Et puis, j'ai trouvé une gravure. Alors, elle n'est pas jolie du tout, hein. Et dans un livre, vous pourrez voir ça, dans un livre consacré à Gustave Flaubert, j'ai trouvé également la photo, parce qu'elle avait envoyé une photo à Flaubert. Et, bon, effectivement, hein, on ne fera pas des folies pour la dame. Mais enfin, bon, c'est comme ça, hein. Elle était déjà âgée. Sur le tableau c'est une jeune femme sur le tableau vous pourrez comparer les trois. Le tableau de Château-Gontier, elle est plus avenante. Hein. Voilà. Mais bon, je voulais l'évoquer. Alors, ces livres sont introuvables, bien évidemment. Il faut aller les chercher dans les bibliothèques pour les lire. Moi, j'en ai trouvé un chez un bouquiniste, mais les autres, je les ai lus en bibliothèque, où vous allez voir sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale, parce que vous pouvez les lire là, les télécharger même. Voilà, c'est une femme curieuse, c'est une curiosité littéraire de notre beau département, comme on en découvrira d'autres tout au long de l'année. Elle était née en 1800, et elle est morte en 88, donc elle a traversé le siècle. Donc elle a connu l'Empire, 3 rois, et encore l'Empire. Bon, comme elle vous dit, elle a été éduquée par des fanatiques, des gens complètement nuls. Bon, alors, mais c'était, si vous voulez, elle était fille unique du second mariage. Par contre, elle avait une famille du premier, parce que son père avait 30 ans de moins que sa mère. Donc, elle a été la seule. Donc, elle a hébergé dans cette maison une partie de ses demi-frères, demi-sœurs, demi-familles, si vous voulez. Plus elle, pour elle, la charité, il fallait la mettre en action. Donc, elle secourait des gens dans le besoin, mais activement.
Donc, apparemment, ça ne la réconfortait pas. Eh ben, non, parce qu'elle était déçue, parce qu'elle a été abusée. Oui. Bon. Il y a très peu de gens qui répondaient positivement à son aide. Mais elle ne ménageait pas son aide. Hein. C'était vraiment... Alors, faire vivre chez soi, quand on est de la bonne bourgeoisie, qu'on a une belle maison, des gens de peu qu'on aidait, c'était mal vu. Et puis on était une femme seule. Et on écrivait. Vous vous rendez compte? Écrire. Voilà. Et cochait toutes les cases pour être mal vue. Et ça nourrissait sa dépression. Mais Flaubert n'était pas plus heureux de son côté. Hein. Bon, Flaubert a perdu... Très célèbre, Flaubert. Oui, Flaubert était très célèbre, mais la célébrité vous donne pas le bonheur. Enfin, je veux dire, vous donne pas forcément... vous vivez pas sur un petit nuage. Bon, Flaubert, il a perdu sa sœur bien-aimée, il avait une sœur. Sa sœur se marie, elle accouche, elle meurt des suites de ses couches. Donc Flaubert se retrouve avec sa petite nièce et sa mère. Il va élever sa petite nièce comme sa fille. Elle va se marier, son mari va être à 2 doigts de la faillite. Et Flaubert, pour qu'il n'y ait pas la honte de la faillite sur sa nièce, va vendre les biens qui lui restent pour sauver le mari de sa nièce. Donc il va faire une déprime au point qu'il va partir faire un tour en Bretagne pendant une période parce que voilà quoi, il est et donc il se sépare de ce qu'il avait pour sauver sa nièce de la honte de la faillite. Bon, il doit vivre avec sa vieille mère. Enfin bon, c'est tout un... C'est pas simple. Alors, bon, comme c'est un homme, il a des échappatoires. Il a des maîtresses. Bon, et pas à Croisset, hein, à Paris, où il se donne rendez-vous sur les bords de la Seine avec quelques-unes. Mais voilà, il faut sauver les apparences aussi, avoir une vie rangée. Bon, évidemment, lui, c'est un célibataire inconditionnel, parce qu'il voit bien les ravages du mariage au 19e. Donc, voilà. Et Sand est mal considérée. Sand est une auteure à succès, mais c'est une femme scandaleuse. Pensez à s'habiller en homme. Elle fumait, elle avait des amants. Elle avait quitté son mari. Oh ben, il y a beaucoup d'œuvres de Sand qui sont tombées aux oubliettes. Enfin, elles ont été rééditées beaucoup il y a quelques années, quand il y a eu un anniversaire. Mais on connaît. Il y a très peu d'œuvres de Sand qui sont passées à la postérité. Sand a beaucoup écrit, hein. Et donc on peut. Mais vous pouvez le trouver. Hein. Ça se trouve. Hein. Lélia, comme ça se prononce. Donc effectivement. Chacun de son côté, ben voilà, il se réconfortait, sans se réconforter tout à fait. Mais enfin, c'est à nouveau la correspondance, et c'est une correspondance passionnante. Et ça lui vaut la postérité. Elle ne survit, moi je l'ai découverte qu'à travers la correspondance de Flaubert. Alors je suis allée voir un peu plus loin, j'ai fait un article il y a quelques années dans Maine Découverte sur elle. Mais c'est effectivement, alors le seul travail qui existe, c'est un Américain qui l'a fait. Que je me suis procuré, et il a fait un livre sur 3 Françaises, donc Madame Le Royer de Chantepie et puis 2 autres, et il a fait une enquête approfondie avec ce qu'il a pu trouver comme programme. C'est un universitaire américain qui a fait ce travail. C'est la seule chose. Alors il y a des articles dans des revues, hein, il y a des articles dans des revues. Mais on dit à peu près tous la même chose parce qu'on n'a pas tellement de documentation. Alors il y a une longue étude de Paul Gaucher, une romantique à Château-Gontier, Marie-Sophie Le Royer de Chantepie, dans le bulletin de la Commission historique et archéologique en 24. Il y a une étude dans Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest en 1992
Anjou, républicanisme et romantisme des aspirations de Leroyer. Et puis une autre étude, une femme de lettres romantique en Anjou, dans les Angevins dans la littérature en 79. Voilà. Donc il y a très peu de choses sur elle. Mais bon, pour moi, il me paraît lui rendre justice que de la sauver de l'oubli total. Voilà.